Bienvenue à la maison Paris. Aujourd'hui, je reçois Yorgo Tloupas. Comment tu vas? Écoute, pas mal, je suis un peu épuisé, je viens de parler pendant 45 minutes, mais sinon ça va. Oui, tu sors d'une masterclass où là, il n'y avait pas quelqu'un qui posait les questions, c'est toi qui étais sur scène comme ça en train de présenter ce que tu faisais. Oui, c'est littéralement un peu le format d'une masterclass classique où tu t'exprimes, mais enfin, je dirais pas que c'est difficile, mais il faut maintenir l'attention des gens, faire un peu des blagues. J'ai fini avec une blague qui, j'espère, a été comprise par le public, mais ouais, c'est toujours un peu intense. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier et Yorgo Co? Donc moi, mon métier, c'est designer, un peu au sens large. J'ai commencé comme designer graphique. Aujourd'hui, on fait beaucoup, beaucoup d'autres choses avec mon studio. Donc, Urgo Co, c'est le studio que j'ai cofondé avec Emmanuel Baudet, mon associé, il y a une quinzaine d'années. Et on fait beaucoup d'identités visuelles, donc des logos, en gros, pour résumer. Beaucoup de typos. Donc, c'était un peu le sujet d'aujourd'hui, la typo qu'on a créée pour le Paris Saint-Germain. Et ça va plus loin. On fait parfois des objets, des campagnes de publicité, j'ai même ouvert un café, un café grec à Paris. Donc voilà, on fait plein de choses assez rigolotes dans plein d'industries très 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 différentes. C'est-à-dire que aussi bien du sport que du luxe, que des médias, etc., etc. Tu as présenté quelque chose de très intéressant durant la masterclass, c'est l'histoire de la typo. Parce que la typo, finalement, on l'utilise. Chaque particulier utilise la typo qu'on va trouver sur Final Cut ou sur pas mal de choses. Mais toi, tu as expliqué l'histoire de la typo et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous résumer comme ça, de façon assez concise, si c'est possible, l'histoire de la typo? C'est chaud. Enfin, tu me demandes, c'est comme si tu disais à quelqu'un, bon bah, raconte-moi T'as réussi à le faire. l'histoire de l'Europe. T'as réussi à le faire tout à l'heure, hein. Ouais, En, vaguement. en 4-5 images. Raconte-moi l'Europe, tu as 15 secondes Non, depuis sa création. en 4-5 images, je trouve que tu as quand même réussi à résumer l'histoire de la Alors, typo. ce que j'ai surtout expliqué, c'est pas tant depuis quand existe la typo, hein, depuis les premiers alphabets sumériens, etc., cunéiformes, mais la manière dont les formes des lettres amènent des caractères, enfin, ou des personnalités aux lettres. Et ce que j'ai expliqué, c'est que y a des typos qui ont, de manière intrinsèque, un côté un peu enfantin. Donc tu les utilises pour des trucs pour gamins. Et il y a des typos qui ont l'air méchantes. Donc tu les utilises quand tu crées un, un gouvernement autoritaire en Allemagne dans les années 30. Et il y a des typos qui ont l'air sportives pour X ou Y raison, et il y a des typos qui ont l'air militaires pour X ou Y raison. Donc la forme des lettres donne un caractère. Et ce que j'expliquais par extension, c'est que quand les marques se dotent d'un alphabet à eux, cet alphabet prend le caractère de la marque d'une certaine manière, enfin, et vice-versa. Mais les deux commencent à fonctionner ensemble. Et c'est ce que j'espère qu'on a réussi à faire pour le PSG. Mais justement, c'est hyper intéressant. Tu parlais d'un gouvernement allemand dans les années 30. Est-ce Merde, que c'est on revient à ça. ce qu'ils ont fait qui a rendu la typo méchante ou est-ce qu'ils l'ont pensé comme une typo méchante? C'est ce qu'ils ont fait qui a rendu la typo méchante. Voilà, donc en fait, ça c'est hyper intéressant Ouais. parce que ça veut dire qu'en gros, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, à force de marteler, à force de montrer une typo et à force de voir un peu ce qu'on en fait, la typo devient une identité seule. Ouais, ouais, c'est intéressant, ouais, très bonne remarque. Oui, en l'occurrence, c'est ça. C'est-à-dire que si tu vois X milliers de fois le mot, je sais pas quoi, incendie écrit avec la même typo, tu vas te dire, ah bah ça c'est la typo du feu, j'ai peur. Il n'y a pas ça en l'occurrence, hein, mais c'est ce qui s'est passé avec le Troisième Reich, clairement, et c'est ce qui peut se passer avec, en l'occurrence, j'ai montré la typo Comic Sans, qui est la typo qui était une typo de bulle de BD, qui est devenue par défaut pour les non-designers, la typo qu'on emploie pour dire quelque chose de sympa. Ouais. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà vu la typo comics sans MS aux urgences. Voilà. Et je me suis dit, c'est pas vraiment le lieu approprié Ah pour oui, ça. non, non, mais c'est ça qui est drôle, c'est il y a aussi une grande méconnaissance des typographies Ouais. dans le Mais monde. parfois, ils sont un peu utilisés n'importe comment. Alors, je vais faire une anecdote, mais quand j'ai refait la typo des Inrecuptibles, à un moment dans ma présentation, première présentation, je dis un peu la même chose que je disais ça, mais c'était sous un autre format. Je disais voilà, les typos ont des styles. Voici sur cette page une typo punk, une typo sport, une typo luxe et une typo je sais plus quoi, hippie. Et j'avais pris des typos, mais tellement clichés. C'est-à-dire que la typo punk, c'était genre des bouts de scotch collés. La typo luxe, c'était de la Dido, la typo de Vogue ou de Elle. Mhm. Et la typo sport, c'était la typo genre d'ESPN, toute penchée, qui allait vite. Et, et Mathieu Pigasse, qui était donc le propriétaire des Inrock, il a rigolé. Hein. Il a dit à toute l'audience, il a dit « Bon, écoutez, moi, je ne saurais pas vous dire laquelle est laquelle. » Mais réellement. Donc, Mhm. le type est banquier, chef d'entreprise, etc. Il a des
compétences très très élevées, mais au niveau des typos, il l'a avoué lui-même, il ne savait pas. Donc c'est ce qui peut nous paraître une évidence à nous, Ouais. ne l'est pas forcément. Il faut toujours se méfier de ça. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la forme de lettre qui colle parfaitement avec l'identité de la marque? Tout à l'heure, il y a un mot qui est beaucoup revenu, c'est le mot archive. Il y a un Mm. vrai travail d'archive. Ouais. Il y a toujours un travail d'archive, on va fouiller. Alors nous, on est souvent confrontés. On a la chance d'être en contact avec des marques très anciennes qui peuvent être centenaires, bicentenaires, tricentenaires, on a déjà fait. Donc ils ont forcément des archives, sauf si elles ont brûlé. Et donc on va fouiller, on trouve des trucs hyper intéressants, toujours, c'est sans exception. Là, je ne vais pas citer toutes les marques, mais on en a fait où ils avaient des archives du fin 19e, Ouais. exceptionnelles. Pour le Paris Saint-Germain, il y avait un peu moins d'archives, parce que le club, il est jeune, d'une certaine manière. Mais on allait fouiller dans qu'est-ce qui représentait le club de manière identitaire, ou très très forte. Et on en a extrait deux choses en l'occurrence. C'est la vue du parc vue de haut, la silhouette du parc vue de haut, qui est la forme d'un O, techniquement, entre l'enceinte extérieure et le rectangle arrondi du milieu, qui était le point de départ de la typo. Et la bande Echter, qui, elle, pour le coup, c'est vraiment les archives. Donc, on a regardé tous les types de bandes Echter qu'il y a eu sur les maillots, bleu, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge, bleu. Enfin, il y a plein de manières de le faire. Et qui est devenue la version inline, qu'on appelle extra dans notre langage, dans la charte graphique de la typo du PSG, et qui, aujourd'hui, nous permet d'être méga PSG. Et, euh, et la blague sur laquelle j'ai fini ma conférence, c'est que j'ai écrit droit au but avec la typo PSG. Et je peux dire, tu vois pas l'OM, hein, tu vois le PSG parce que c'est la typo qu'on a développée avec cette bande Echter qui est ultra reconnaissable. D'ailleurs, si tu vois souvent sur le périphérique les graffitis faits par les ultras du PSG, ils utilisent quasiment toujours la bande Echter dans leur manière de dessiner les lettres. C'est hyper intéressant. Justement, tu m'offres une passe décisive. Comment c'est mise en place cette collaboration entre Yorgo Co et le PSG? On a répondu à un concours, un appel d'offres, tout simplement. Ouais. On a suivi le parcours normal. Et voilà, on a bien analysé ça. On est assez fan. Il y a des vrais fans au bureau. Donc je peux dire la motivation était très forte, surtout pour aller en vélo jusqu'à Boulogne-Billancourt. Merci les gars, alors qu'on est à République. Mais au-delà de ça, oui, ça a commencé sur un appel d'offres et ça s'est développé. Je dirais pas que. On a des très bons rapports. Et surtout, on est là pour les aider quand il y a besoin. Et aussi, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait une sorte de veille de tout ce qui sort. On dit, tiens, ça c'est top. Tiens, attention, faites gaffe, là, ça pourrait être lu de telle manière, etc. On surveille un peu tout ce qui sort, mais on n'est pas les surveillants dans la cour de récré, mais on regarde tout ce qui se fait. En général, on est trop content. Alors justement, vous leur avez livré plusieurs types Ouais. de typos qui Ouais. servent à différentes choses. Ouais. Il y avait une demande de nombre de typos demandés ou c'est vous Non, c'est nous qui nous sommes amusés. Il y a eu à un moment une demande d'élargir la famille typographique qu'on avait livrée avec beaucoup de chasse et de graisse. Donc la chasse, c'est la largeur, la graisse, c'est l'épaisseur. Trouver un truc qui fasse encore plus PSG. Et c'est là qu'on a développé la version inline, donc avec la version bande Echter. Donc ça, c'était un très bon échange. Souvent, le rapport avec les clients peut être hyper intéressant parce qu'ils disent mais ça tu peux pas faire plus, et tu dis bah non, qu'est-ce qu'il dit, on peut pas faire mieux, ils y connaissent rien. En fait, ils y connaissent bien et ils ont bien fait de nous pousser parce que ça a fait un truc vraiment identifiant. Cette version inline de la typo PSG où tu peux écrire en bleu, blanc, rouge, comme les maillots, c'est pour moi l'outil le plus fort de ce qu'on leur a livré. Et donc vous gérez aussi la typo des noms qu'on peut voir sur les maillots de joueurs. Pas tous, mais oui. C'est-à-dire suivant les maillots, suivant les saisons, etc. Mais très souvent, c'est notre typo dans le dos. Ouais. Est-ce qu'une typo a une espérance de vie? Ah, c'est une bonne question, on m'a jamais posé ça. Plus elle est à la mode, plus son espérance de vie est courte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les bars à matcha de Paris ont à peu près la même typo, un peu bulle à la con qui m'énerve. Ouais. Je peux dire, dans 5 ans, tu pourras plus l'avoir, cette typo. Mais non, évidemment que non. La Futura, qui date de la fin début du XXe siècle, elle est toujours utilisée partout. C'est à peu de choses près la typo de Vuitton. Ils l'ont changée récemment pour ne justement plus utiliser la Futura. Mais non, il n'y a pas d'espérance de vie sur une typo. Il y a des modes qui passent. Ça, par contre, nous, on fait très gaffe au studio Yorgo & Co. Ouais. À essayer de jamais faire des trucs branchés. Voilà.
Ok, Alors, je pour dis pas qu'on refaire. n'est pas branché, on est branché. Non, je plaisante. Non, Oui, mais on mais fait faire un vraiment. pas de côté aussi et pas être dans la mouvance. Ouais, faut toujours être intemporel. Et une des règles que j'ai dans même tout ce qu'on fait au-delà des typos, les logos, les mises en page, tout ce qu'on peut faire, je dis, est-ce que ce qu'on vient de faire là, ce qu'on vient de livrer, aurait pu être fait en 1960 sans l'ordinateur et en général, la réponse est toujours oui. Sauf évidemment quand on fait de la typo animée, des trucs digitaux. Mais dans tout ce qui est imprimé, on fait gaffe que ce soit vraiment, il y ait cette intemporalité qui aussi nous rapproche de un peu l'âge d'or de mon métier, le graphisme, qui était les années 60-70. J'ai entendu tout à l'heure qu'une typo avait pris 1 an à être faite. Qu'est-ce Ouais. qui fait qu'une typo met autant de temps? Bonne question. Alors, la Pardon. typo, tu as le dessin de lettres. Après, tu as toutes les variantes. C'est-à-dire que si tu as une seule graisse, une seule version, c'est-à-dire, je n'ai pas d'exemple en tête, mais une typo où tu as juste écrit d'une seule épaisseur, une seule largeur, ça va vite. Mais déjà, il y a tous les chiffres, les bas de casse, etc. Il faut tout dessiner. Ça se dessine à la main, enfin à la main, sur ordinateur, mais à la main. Tu fais toujours des allers-retours. Et après, il y a tous les ajustements techniques. Le kerning, qu'on appelle le kerning, c'est donc l'espacement automatique entre les lettres, parce que l'espace entre un T et un A minuscule n'est pas le même qu'entre un D majuscule et un E majuscule. Ouais, c'est technique. C'est très technique. Et tout ça, faut le paramétrer à la main. Et après, il y a tous les accents. Nous, typiquement, si demain arrive un joueur de je ne sais pas quel pays de l'Est avec des accents hyper chelous, tu sais pas Ouais, comment sur les faire, l'essai et tout ça. sur l'essai, on les a tous dessinés. Ah waouh. Ouais, il y a Hmm. tous les accents possibles, tous les chiffres, Donc il y a les une vraie pourcentages. recherche de l'orthographe mondiale. Ouais, Ok. ouais, complètement. Là, récemment, sur je ne sais plus quelle marque, on avait livré une typo, on nous dit ah, il nous manque le symbole de la monnaie de Bahreïn ou de l'Arabie Saoudite, je ne sais Hmm. plus. Ils avaient un symbole qui venait de changer. Donc on a rajouté le symbole. Ça peut mettre beaucoup de temps. Mais oui, ça prend du temps. Et il y a tous les allers-retours, les faire valider, etc. etc. Alors en rush, ça peut aller très vite, hein, mais voilà. Est-ce que vous avez pensé à l'histoire de Paris hors club, hors football, pour créer cette typo PSG? Non, parce que c'est difficile de s'approprier Paris au sens large, alors que le PSG a déjà des codes tellement forts Hmm. euh, on a vraiment à les puiser là-dedans. C'est-à-dire que tu vois, il y a un attachement tellement fort à toute l'histoire de la symbolique. Enfin, vous connaissez comme moi hein, le berceau, tout ce qui a pu. Ah oui, putain, j'ai oublié d'en parler pendant la conf. Les virgules de la typo ont la forme du berceau. Ah ouais. Ouais. Ah, pas Enfin, mal. à peu de choses près. Ouais. Mais les virgules et les guillemets ont la forme du berceau. J'ai oublié. Ah, Ouais, mais c'est dans le podcast. C'est ça C'est qui est dans le génial. podcast. Une Bon, bah, exclu voilà. podcast. Mais bon, c'est discret, hein, parce que sinon, ça ferait des virgules trop bizarres. Ouais, Mais ouais. si tu regardes les virgules et les guillemets de la typo PSG, de la typo, on l'a appelé virage. Ça, c'était assez marrant aussi. Alors justement, c'était ma question suivante. Pourquoi l'avoir appelé Virage? Bah, virage Auteuil, virage sud. Bien sûr, mais est-ce qu'il y avait des noms comme ça qui étaient Non, en en fait, quand tu concurrence? choisis un nom de typo, Ouais. il y en a plein qui sont déjà pris. Et tu es un peu obligé de faire gaffe parce que c'est des, Ok. c'est des outils informatiques. Ouais. Et il y a des moyens de chercher. Et virage, en l'occurrence, c'était pas pris. Et très étonnamment. De toutes les typos que vous avez créées, est-ce qu'il y en a une, toi, que tu préfères parmi toutes celles Non. qu'il y a? Non. Tu trouves qu'il y a une sorte de Bah, d'homogénéité? chacune est comme un vêtement pour Ouais. la marque qui l'a commandé. Les typos qu'on a fait pour Cartier, elles leur vont bien. Hmm. Les typos qu'on a fait pour Ricard, elles leur vont bien. Et la typo Ricard, elle irait pas à Cartier. Ouais. Et la typo PSG, bah, elle irait pas à l'OM peut-être. Donc non, il n'y en a pas une que je préfère par rapport à l'autre. Non, Je fais appel à ton cerveau reptilien, Merde. comme ça, genre vraiment de façon très spontanée. Quelle est pour toi la typographie la plus reconnaissable au monde? Alors ça dépend si on dit reconnaissable ou répandu. Une des plus répandues, c'est l'Arial, évidemment, qui est très proche de l'Helvetica. Reconnaissable. J'ai un truc que je trouve assez drôle, Ouais. mais on va parler d'écriture. Je pense que l'écriture la plus reconnaissable au monde, et j'ai eu la chance de lui dire en personne, c'est l'écriture Stussy, de la marque Stussy. Et Sean Stussy, qui a cette écriture qui est très très caractéristique, la marque ne lui appartient plus. Je lui ai dit, mec, tu as l'écriture la plus reconnaissable au monde aujourd'hui. Le nombre de gamins qui ont tes t-shirts ou tes casquettes Stussy, et c'est ta main qui fait ça, et que ta main, parce qu'elle est vraiment caractéristique. La typo la plus reconnaissable au monde aujourd'hui, non, je ne saurais pas te dire, il n'y en a pas une plus que d'autres, quoi. Non, je dis ça parce que parfois il y a des marques comme Pepsi ou Coca où Coca a toujours eu la même typo pratiquement de A à Z et d'autres changent. Et du coup, ça m'amène à cette question. Tout à l'heure, tu parlais des logos. À quel point c'est risqué pour un club de changer de logo? Tout dépend de la manière dont c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de... Il y a deux choses. Il y a
la logique du changement, pourquoi changer, est-ce qu'il y a besoin de changer, euh, la, la- les sources du changement, c'est-à-dire où tu vas puiser tes sources pour faire évoluer ton logo, euh, et la manière de l'annoncer ou pas. Donc, c'est risqué, oui, si tu le fais mal. Après, il y a toujours des haters. Hein. Tu auras toujours quelqu'un qui dira « Ah, Bien c'était sûr. mieux avant ». Oui, puis souvent les gens n'aiment pas le changement aussi. Les gens n'aiment pas le changement. Voilà. Et dans les clubs de foot en particulier. Parce qu'en fait, une chose qu'on m'a dit une fois, que je trouvais très intéressant, les clubs de foot n'appartiennent pas à leurs propriétaires, ils appartiennent à leurs fans. Parce que les fans sont là depuis le début, les fans les suivent, les ultras, etc. Et pour eux, les entraîneurs peuvent changer, les joueurs peuvent changer, le proprio peut changer, ça reste leur club. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile de changer. Tu n'as pas un tel sentiment d'appartenance quand tu changes le logo d'une marque de scooter de location à Paris, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais on va terminer le podcast avec quelque chose que tu as dit tout à l'heure et qui était très intéressant, c'est que lorsqu'un logo sort, il suffit que ça reste là pendant 2-3 ans, que les gens s'habituent, ou même encore mieux que le club gagne, et les gens finiront par aimer le logo Ouais. et s'habituer au logo. La Juve, c'est l'exemple parfait. Bon, ils ont fait plein de conneries. Donc, ils lancent le logo de la Juventus de Turin. Ils le lancent où ? À Milan. Pendant le salon du design. Ils se sont dit, ah, c'est design, on fait une fête à Milan. Les gars, vous êtes tarés. Impossible. Turin-Milan, c'est les deux clubs qui se détestent. Donc, première erreur. C'est la seule erreur, d'ailleurs. Non, deuxième erreur, c'est qu'ils ont été très radicaux. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé les cuissons, ils ont fait le J qui devient un badge, etc. Ah, scandale, on déteste, on déteste. Maintenant, tu vas à Turin, tu prends un taxi, ils ont tous le logo de la Juve, le nouveau qui pend du rétro. Hein. Tous les gamins ont le t-shirt, enfin, laisse tomber. Forcément, par contre, il ne faut pas faire marche arrière. Eh bien, on va terminer là-dessus, Yarko. Voilà, ce sera Merci, le en tout mot de cas. la fin. Et puis merci pour l'échange. Merci pour ton temps. Bye bye. À bientôt.